Chers compatriotes, amis téléspectateurs, encore une fois bonsoir et bienvenue dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Cette émission qui a pour but de vous présenter des Guinéens en particulier, mais aussi des Africains en général qui font bouger les choses. Nous sommes à notre deuxième saison intitulée Le Guinéen modèle et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui avec un Guinéen pas comme les autres. Si vous venez de nous prendre en marche, nous vous invitons d'aller vous abonner à nos canaux de communication, que ce soit sur Facebook, TikTok et YouTube. Et pour ne rater aucune de nos émissions, nous vous invitons également d'activer les cloches de notification. Et d'ailleurs, nous remercions tous les Guinéens en particulier, mais aussi les Africains en général qui se sont déjà abonnés à nos canaux de communication. Grand merci à vous et bienvenue. Merci. Bonsoir mon frère. Bonsoir, monsieur Cissé. Vous allez bien? Oui, ça va. Dieu merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs qui nous suivent sur nos canaux de communication ce soir? Au fait, je suis le docteur Thierno Alpha Omar Baldé. Je suis guinéen. Je vis en Allemagne depuis très longtemps. Je suis né à Conakry et j'ai eu mon bac à Conakry. Très jeune, j'avais 18-19 ans. Lorsque j'ai eu mon bac, et j'ai toujours voulu faire la médecine. Dès l'âge de 6 ans, ça me hantait, je voulais le faire. Donc, dès le primaire, le collège, je voulais vraiment faire mes études de médecine en Allemagne. C'était un peu bizarre parce que, au fait, lorsque nous grandissions à l'âge de... Au primaire, déjà, j'entendais parler de Marburg, le virus de Marburg. C'est un peu pas loin du virus d'Ebola qui ravage la Guinée. Donc, c'est là où Marburg m'est venu en tête. Donc, j'ai voulu vraiment étudier à Marburg. Bref, je savais que Marburg était en Allemagne. Donc, après le bac, bon, je peux dire d'abord une chose, que j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'être né dans ma famille, et le père et la mère voulaient obligatoirement voir ses enfants avoir des enfants étudiés, parce que moi j'ai ma mère qui n'a pas fait les bancs, c'est comme mon père aussi. Mais ma maman a toujours regretté pourquoi elle n'a pas étudié, parce qu'elle voulait étudier. Donc du coup elle a tout mis en place pour que ses enfants puissent aller à l'école. Bon, donc après le bac, à très bas âge, je suis venu en Allemagne. J'étais à Greifswald où j'ai fait les cours de langue. Et après les cours de langue, et je me suis vraiment... Au fait, j'ai eu la chance d'avoir une place en médecine. Je voulais soit aller à Marbourg ou à Münster, mais heureusement, je suis venu à Marbourg. Et je peux dire que Marbourg m'a tout donné. C'est à Marbourg que j'ai commencé mes études jusqu'au niveau de la deuxième année où fallait faire en fait, c'est l'équivalent du DUG en ce moment, donc le physicum. Et après j'ai eu le physicum et avec une très bonne note, où j'ai eu accès d'ailleurs directement au doctorat que je pouvais faire parallèlement avec mes études. Et à partir de ce doctorat, j'ai obtenu une bourse d'études. Et cette bourse d'études, au fait, donc financièrement, j'étais assuré. Et de là, j'ai eu une bourse pour aller à Poitiers en France. Pour ceux qui connaissent, Poitiers, c'est bon pour le Guinéen, c'est une université qui a accueilli aussi pas mal de Guinéens, où j'ai fait 2 ans. Après les 2 ans, je suis revenu en Allemagne pour faire mon examen de premier degré. Après l'examen de premier degré, donc j'ai eu une autre chance d'avoir une bourse pour aller à Genève, où j'ai fait à peu près 1 an. Et de Genève, je suis rentré en Allemagne pour terminer mon cycle et finir le doctorat. De là, j'ai eu un contrat de travail directement à l'université de Marbourg. Donc, quand j'ai commencé à travailler. Après Marbourg, bon, j'ai connu ma femme pendant mes études, quoi, donc on a évolué ensemble. Et de là, on voulait s'approcher de sa famille qui vivait dans la Rhénanie-Westphalie, donc dans l'état où nous sommes. Donc, je suis venu à Remscheid, à Düsseldorf, où j'ai fait ma spécialisation. Après la spécialisation en neurologie et en traumatologie, j'ai été
très jeune, chef de clinique. Donc j'ai été chef de clinique de l'unité d'AVC et de soins intensifs à Gladbeck, que j'ai géré près de 12 ans. Et de là, j'ai eu une bourse pour aller à Cambridge, où j'ai passé près de 2 ans. À mon retour de Cambridge, donc il y avait des opportunités qui étaient posées pour s'installer, être son propre chef. Et l'opportunité là, j'ai pas voulu rater ça. Donc avec ma femme, on s'est installé dans le coin là où nous sommes. Et bref, c'est ça quoi. Vous avez actuellement le doctorat, ça vous a coûté combien d'années? Bon, au fait, comme je le disais, j'ai vraiment eu beaucoup de chance dans ma vie, parce que je suis souvent venu au bon moment, au bon coin. De telle sorte que les études de médecine, en principe, ça fait le minimum 6 ans. Bon, le doctorat, ça fait au minimum 7 ans. Donc, le fait qu'on a étudié dans plusieurs pays, ça nous permettait d'avoir plus d'expérience et aller vite. Donc, franchement, en 7 ans, j'avais tout fini. Pour ma formation de base, formation de médecine générale et le doctorat. La spécialisation, bon, c'est normal, je l'ai fait en 5 ans aussi, C'était le minimum qu'on devait faire. Parlez-nous un peu de votre consulting ici. Ça s'appelle Dr Baldé Consulting. Parlez-nous un peu de ça. Comment l'idée est venue et comment vous êtes retrouvé, si je peux le dire, si je peux me permettre, boss de Dr Baldé Consulting? Bon, Dr Baldé Consulting, c'est un concept que j'avais depuis très longtemps. Et Dr Baldé Consulting, c'est une firme qui s'occupe des évacuations sanitaires, disons des patients qui sont hors de l'Allemagne, qui veulent se faire soigner en Allemagne, avec le know-how qu'on a ici. Et nous facilitons les contacts parce qu'on a des contacts de partenariat avec plusieurs hôpitaux, plusieurs cliniques, même des hôpitaux universitaires. Donc l'idée au début c'était parce que dans plusieurs pays, même dans les pays développés, il y a des anomalies qu'on peut pas traiter dans ces pays. Ou bien que, au fait, le know-how ne permet pas aux patients de se soigner dans ces pays. Donc, comme en Allemagne, il y a beaucoup de possibilités, nous, on nous envoie les documents, et on regarde, quelle est la clinique qui est spécialisée, qui fait des recherches dans ce domaine, et on les met en contact, et puis on accompagne les patients. Donc c'est comme ça est né, c'est ce concept est né Dr Baldé Consulting. Et que maintenant c'est devenu, parce qu'on reçoit pas mal de patients de l'Afrique, de plusieurs pays d'Afrique, d'ailleurs du Canada, qui viennent chez nous se faire soigner, parce qu'avoir des rendez-vous au Canada ou bien en Angleterre, c'est très difficile. Donc nous on a les possibilités de le faire rapidement, Donc, mais Dr Baldé Consulting, ce n'est pas seulement pour gagner de l'argent. Qu'est-ce que nous faisons, surtout dans les pays en voie de développement, qu'on appelle en voie de développement, donc disons dans les pays africains, on retrouve 30% de ce que nous gagnons à ces pays dans des activités sociales, dans des charities, comment ça s'appelle? C'est comme ça, on peut l'appeler. Oui, c'est ça. Donc, on réinvestit dans ces pays pour soutenir des organisations non gouvernementales, pour essayer de faire avancer, de faire bouger certaines choses dans ces pays qui ne marchent pas. Maintenant, comment ça fonctionne? Comment vous parvenez à aider Par exemple, prenez l'exemple en Guinée. Vous êtes implanté en Guinée et comment vous fonctionnez là-bas, par exemple? Bon, en fait, ce n'est pas trop formel. Qu'est-ce que nous... l'idée qu'on avait eue, parce que surtout la diaspora, nous qui sommes là, nous investissons beaucoup dans nos pays d'origine et surtout, nous donnons beaucoup. Au fait, il fut un moment, il nous est venu à l'idée, quand vous donnez de l'argent à quelqu'un cette année,
L'année prochaine, il faut que vous lui donnez encore de l'argent. Ouais. Et à chaque fois, la personne s'attend à ce que vous lui donnez. Et on s'est dit, ok, on va faire autrement. Au lieu d'offrir, on donne des crédits, mais sans truc, sans, au fait... sans trop d'intérêt. Pas d'intérêt, pas du tout d'intérêt. Ah, ok. Pas du tout, on ne donne pas du tout d'intérêt. On ne demande pas tout d'intérêt. Donc, parce que croyez-moi, moi je crois aux PME. Aux petites et moyennes entreprises. Je crois vraiment à la capacité de chacun de nous. Chaque humain peut quelque chose, peut faire quelque chose, peut faire, vous apporter quelque chose, vous pouvez m'apporter quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en Guinée? Et on essaie de voir, on a visé les femmes. Le plus souvent des femmes qui n'ont, au fait, qui vivent seules, qui ont des enfants à nourrir. Donc, parce que ces femmes, si elles n'ont pas de moyens, elles ont des enfants à nourrir, qu'est-ce que ça va devenir? Donc, les enfants resteront dans la rue et elles sont dans la rue. Donc, on choisit. On dit, ok, vous avez deux enfants qui partent à l'école et vous n'avez pas de moyens. On vous donne une valeur de 250 €. Vous nous faites un projet où ça peut marcher, ou bien nous faisons une proposition. Concrètement, un exemple. Au début, on donnait de l'argent aux femmes pour acheter de l'huile rouge en Guinée forestière. Qu'elle amenait à Conakry arrivé à environ 200 €. Pour une première phase, on les aidait à acheter à 300 000, donc à 30 € à acheter des ustensiles, donc les bidons, pour mettre de l'huile. Et on leur disait, ne vendez pas cette huile en détail, trop de détails. Vendez en litres ou bien 5 litres. De telle sorte qu'elles pouvaient envoyer au fait, leur marchandise venait à Conakry et revendaient ça au bout de 10 jours. Pour que ça finisse vite. Pour que ça finisse vite. Donc, elles vendaient aux femmes qui revendaient, par exemple, au marché. Donc, chacun peut avoir quelque chose. Bon, donc, ça leur faisait de 230 € pour le début. Elles pouvaient revendre la marchandise à 250 €. Donc, elles ont eu 20 € pour un début. À la prochaine à la prochaine vague, parce que déjà, elles ont acheté les ustensiles, elles amenaient les choses à 200 € et revendaient à 250 €. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un contrat avec ces femmes, donnant à 18 mois. De telle sorte que, si elles arrivent à gagner 50 € par séance, d'ici 10 mois, elles auront déjà 500 €. Et quant à nous, nous recevons notre argent et on donne à une autre personne. La condition est que la dame qui reçoit la première somme, nous lui demandons de coacher une autre personne pour que la personne prenne un exemple sur elle, pour que ça puisse avancer. Donc, il y a plusieurs facteurs qui se jouent là. Nous n'allons pas donner tous les jours que nous ne recevrons pas et que nous aidons la personne là à avoir la confiance en soi. Parce que si vous n'avez pas la confiance en soi, vous ne pouvez rien faire. Donc, parce que quand les femmes là nous rendent l'argent, il faut voir comment elles sont fières. Voilà votre argent et merci. Mais est-ce que ça fonctionne? Si ça fonctionne, 80% des femmes que nous avons aidées ont pu vraiment nous rendre l'argent, d'ailleurs à moins de 18 mois. À moins de 18 mois. Et ça marche. Les autres qui ne peuvent pas, il y a toujours des trucs, il y a toujours des raisons. Parce que il y a des exemples qui me viennent en tête. Il y a eu 2 femmes, il y a une qui a eu un accident. Donc elle ne pouvait plus continuer, et l'autre qui a eu un AVC, elle ne pouvait plus continuer. Donc c'est indépendamment de leur rôle. Mais toutes les autres, au fait, elles arrivent à le faire. Donc actuellement on est au stade d'essayer de formaliser ça parce que ça va nous permettre d'avoir une vision sur les choses, et puis si d'autres personnes aussi peuvent prendre des exemples sur nous, donc mais tant mieux. Surtout que d'autres personnes prennent l'exemple sur vous, madame et monsieur, chers compatriotes. Nous sommes toujours dans cette émission Les Guinéens de l'étranger, et nous continuons avec Dr Baldé ce soir. Dr Baldé, l'autre question que j'ai en tête, c'est de savoir, est-ce que vous êtes en contact avec, par exemple, les jeunes
jeunes étudiants qui sont dans votre domaine, dans le domaine de la médecine, ici en Allemagne? Oui, malheureusement non, parce que là, je suis sorti de ce cadre d'étudiant. Je suis depuis 20 ans, près de 20 ans médecin maintenant. Okay. Mais malheureusement, je ne rencontre rarement des étudiants. Même dans les associations où j'assiste souvent, je ne vois malheureusement pas d'étudiants. Et s'il y a ces Guinéens qui nous suivent sur notre canal, qui sont d'abord étudiants et de la médecine, et ils ont besoin par exemple de vos conseils, d'être par exemple que vous soyez leur mentor. Quel serait votre Oui, mais pourquoi pas? Parce que croyez-moi, au fait, j'ai été étudiant et on avait des trucs aussi, des gens qui nous ont coachés, qu'on a suivis, des exemples qu'on a suivis. Mais c'est nous qui sommes allés les chercher. Donc on ne s'assoit pas et puis qu'on attend, c'est que l'autre vienne vous aider. Donc c'est nous-mêmes qui partions. C'est vrai que lorsque nous sommes venus en Allemagne, on était un groupe, on se connaissait tous en Guinée. Et on est venus ensemble en Allemagne. Okay. Et là, beaucoup parmi nous ont fait quelque chose, hein, parce qu'on a des amis qui sont architectes, qui sont ingénieurs, qui sont des biologistes. Il y en a un peu de tout, quoi. Mais comme je vous le dis, c'est nous-mêmes qui sommes allés vers les gens pour leur demander leurs conseils et on a pris des exemples. Et en fonction de ça, on a essayé de prendre le meilleur. Ok, vous dites que vous êtes venu en groupe. Je sais que vous avez eu assez de difficultés ici quand vous étiez étudiant. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces difficultés que vous avez pu avoir en tant qu'étudiant d'abord, mais pourquoi pas en tant que aussi docteur, en tant que consultant ici en Allemagne? Oui, mais difficultés tous les jours. Je peux vous raconter, si je commence à parler des difficultés qu'on a, on ne va pas finir aujourd'hui, mon frère. Okay. Mais les difficultés, oui, en tant qu'étudiant, d'abord, on est dans un pays étranger. La première des choses, c'est le changement de climat. On est jeune. Et puis, il y a la barrière linguistique qu'on a ici, parce qu'apprendre une autre langue, ce n'est pas facile. Hein? Et puis, travailler dans cette langue, faire des examens dans cette langue, avec des gens qui sont, disons, qui parlent la langue maternelle, couramment. Donc, ça n'a pas été facile. Donc, il faut bosser. Vous savez, messieurs, c'est le bon travail ne mentira jamais. Donc il faut avoir un concept en soi, avoir le truc, comment on appelle ça, la confiance en soi, dire que si vous avez un objectif tel que soit P de X, il faut que je l'atteigne. Il n'est pas, au fait, il n'est pas mauvais. Au fait, le mal n'est pas de tomber. Le mal, c'est de ne pas pouvoir se relever. Parce qu'il y a toujours ça. Donc, nous, on a passé, lorsque j'étais étudiant, à faire des petits boulots pour subvenir aux besoins jusqu'au moment où j'ai décroché ma bourse. Et là, en passant, je dirais que, bon, par la bénédiction des parents, et puis j'ai rencontré une femme qui m'aime beaucoup et avec laquelle j'ai évolué. Elle est issue d'une famille de médecins aussi. Donc, du coup, il y a des choses qui ont été un peu plus faciles. Bon, difficulté, il y en a partout. Je me rappelle un jour, lorsque je faisais un examen en pharmacologie à Marbourg, qu'il y a un professeur, j'étais devant lui, qui devait me faire un examen. La première des choses qu'il m'a dit, c'est au fait, vous les Africains, vous n'êtes pas bien dans les sciences, en médecine, vous ne pouvez pas, donc pourquoi tu ne vas pas faire droit, du journalisme ou quoi? Vous voyez, quand un professeur qui doit vous examiner vous dit ça en tant que jeune, mais si vous n'êtes pas fort, vous sautez par la fenêtre. Bon, c'est des choses qu'il faut surmonter, se dire, écoute, moi je suis là pour un objectif, moi je sais que j'ai bien appris, je fais mon examen et puis je sors. L'idiot qui est là, c'est son problème, il peut rester dans ça parce que c'est un vieux. Donc c'est des choses qu'il faut surmonter, donc passer de l'avant, ou bien des petites choses qui se passent même dans des situations, disons, quotidiennes. Quand quelqu'un vous voit en tant que noir, vous regarde, vous faites à l'envers, ou bien vous chuchote. Mais ça, bon, vous dites, ok, écoute, ça passe. Moi, j'ai un problème, un autre problème quoi, dans la tête. Bon, donc, ça passe toujours. Donc, et je me rappelle, lorsque j'ai commencé à travailler, c'était à Cassel. Mon premier jour de travail, c'était le 2 janvier
2005, je pense. Oui, 2005, oui. Mon premier jour de travail. Très jeune médecin, très dynamique. Okay. Je rentre dans la salle en tant que médecin pour visiter une femme. Quand c'est le premier jour, on n'est pas trop sûr de soi. Et puis bon, il y a une dame qui me dit pourquoi je viens à cette heure. Parce que quand les balayeurs ne viennent qu'après que les médecins soient passés. C'est après je le suis, je dis écoute, aujourd'hui c'est moi le médecin, c'est pas balayeur. Bon, donc vous voyez, c'est des trucs, il faut faire passer les choses, quoi. Okay. Donc, je peux vous raconter des anecdotes comme ça toute une journée. Hein. Bon, il y a un truc aussi, je me rappelle, un jour j'étais chef de clinique. Hein. Okay. J'étais chef de clinique et je coiffais pas mal de médecins allemands. Hein. Donc, je rentre dans une salle. J'essaie d'expliquer la méthode d'opération à un patient avec lequel d'ailleurs j'ai échangé à la veille où le courant s'est bien passé. Bon, je lui ai dit, on fait ça. Le monsieur me regarde et dit, mais écoute, tu penses que toi tu vas faire cette opération chez moi? Toi, tu peux le faire. Tu peux faire ça, toi? Je lui dis, bien sûr. Il me dit, mais écoute, toi tu peux faire ça dans la jungle d'où tu viens, mais pas ici, en Allemagne. Allah. Ouais, après, moi je pensais que ça n'existait pas dans votre domaine. Mon cher ami, ça existe toujours. Après, je lui ai dit, écoute, vous savez c'est quoi? Il y a quelqu'un qui va venir vous faire les explications. J'ai envoyé mon assistant qui était allemand, qui lui a dit, écoute, ça c'est notre chef, hein, et c'est lui seul qui peut le faire. Si ce n'est pas lui, c'est ça. Mais le gars pensait que c'était de la boutade d'abord. C'est par après. Et le vieux est venu, il s'est excusé chez moi. Mais bon, ça ne me touche pas parce que je sais que j'ai un travail à faire. C'est mon travail et puis je ne dois pas lâcher, quoi. Donc, du coup, après, je dis, écoute, ça c'est ta mentalité, tu vas rester comme ça. Mais quant à moi, je vais faire mon travail et crois-moi, je vais faire très bien mon travail. Ouais. Bon, quoi. C'est ça, quoi. Donc, ces genres d'exemples ne finissent pas. Ça ne finit pas. Même dans mon cabinet, parfois les gens ils viennent, pour avoir un rendez-vous chez nous, il vous faut attendre parfois 6 à 7 mois. Ok. Oui. Donc, si vous avez un rendez-vous en 3 mois, sachez que c'est quelqu'un qui est mort que vous l'avez remplacé. Okay. Quand il y a certains qui viennent ici, très malades, ils viennent s'installer, c'est vous le docteur Balde, parce que Balt, il y a des Allemands qui s'appellent Balt. Ils pensent toujours que c'est allemand, quoi. S'ils me voient maintenant en tant que noir assis là, au lieu de poser leur problème, ils disent, d'où venez-vous, docteur? Je dis, mais écoutez, monsieur, je dis souvent, vous avez attendu 7 mois, c'est la question là que vous posez. Après, non, c'est pas ça. Donc, on laisse, on chahute. Mais bon, maintenant, même ce genre d'attaque ou bien de ce racisme subtil, personnellement, ça ne me dit plus rien. Parce que ça passe par là, ça rentre par là, ça sort. J'essaie toujours de calmer le jeu parce que je dois faire mon travail et puis c'est bon, quoi. C'est ça, donc... Quand même, c'est très très difficile de surmonter ce genre de défi. Hein? Mon frère, vous savez, quand vous quittez votre pays, vous allez dans un autre pays pour s'installer et vous décidez de rester là-bas, il faut être fort de caractère. Et la force de caractère commence d'abord au début à faire des études, surtout des études qui sont un peu contraignantes comme la médecine. Quand vous finissez là, donc du coup, rien ne va vous surprendre, quoi. Okay. Donc dans ce cadre, le conseil c'est de se former, très très bien formé, parce que tu peux te former et être au même niveau que les autres, toujours tu auras les mêmes critiques. Oui, mais ça c'est sûr, parce qu'au fait, en tant que noir en Occident en général, au fait, il faut toujours être un peu plus que la moyenne. Plus que la moyenne. Ouais. Et puis plus que le truc, disons que le citoyen allemand même. Okay. Il ne faut pas se voir la face, parce que si vous avez les mêmes profils, c'est l'allemand qui vont prendre. Ouais. C'est pas vous le noir, parce que vous ne passez pas complètement aux critères. Donc il faut toujours se forger à être plus que les autres. Okay. Sans quoi vous avez peu de chance, malheureusement. Mais la discrimination, ce n'est pas seulement chez les Blancs. Même chez nous, ça se discrimine, ce que je ne comprends pas. Ouais. Moi, je me dis souvent qu'il faut
quand vous avez un milieu si vous êtes dans un milieu, il faut voir qu'est-ce que vous avez de commun et travailler dans ce commun et non dans les différences. Ouais. Donc c'est comme ça toujours. Donc si les anecdotes que je vais raconter là, si je vous ai parlé du professeur qui m'a discriminé, qu'est-ce qu'on avait de commun? C'est l'examen. Ouais. Donc je fais mon examen, je sors. Ouais. Le patient qui vient chez moi, qu'est-ce qu'on a de commun? Il a une maladie, moi je traite les maladies, lui il a besoin d'un truc, lui il a besoin d'un médecin qui le traite. C'est ce qu'on a de commun. C'est pas ce qui est, disons, ce qu'il raconte, c'est pas ce qui m'intéresse moi. Donc je cherche toujours ce qu'on a de commun, on essaie de travailler sur ça. Ouais, c'est intéressant. Ça fait longtemps que vous partez en Guinée précisément ou en Afrique? En fait, je voyage beaucoup, et surtout en Afrique. Je voyage beaucoup dans les autres pays aussi, mais beaucoup en Afrique. Et je connais très très bien l'Afrique de l'Ouest. Et vu qu'on a même en Guinée, on a des investissements qu'on est en train de faire, et au Ghana aussi, parce que ma femme elle est d'origine ghanéenne, donc on a des investissements là-bas. Donc je suis souvent en Afrique. Il y a 7 semaines, on avait fait un tour en Afrique de l'Ouest avec ma famille, parce que mes enfants, je veux qu'ils connaissent aussi l'Afrique très bien. Donc on a passé nos 5 semaines de vacances au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Bénin, au Togo. Donc on a fait des tours là-bas, quoi. Donc on y va souvent. Ok. J'aimerais savoir, selon vous, quelle est la différence entre ce domaine dont vous évoluez ici en Allemagne et celle de la Guinée en particulier, mais aussi de l'Afrique en général? Il y a une très grande différence. La très grande différence, d'abord, même le concept dans lequel vous travaillez, c'est trop différent. Parce que il y a ce système d'assurance. Oublions d'abord la technologie. Il y a le système des assurances. Quand un patient vient ici, je n'ai pas à prendre son argent. Ça ne me regarde pas et ça ne le regarde pas. Il est assuré, il vient, il enregistre sa carte. Et le reste, ça va en soi. Donc, quant à moi, celui-là, je ne fais que le traiter et puis il part à la maison. Donc, en Afrique, en général, ça n'existe pas, c'est très malheureux. Et en plus, la formation aussi, quoi, c'est vraiment très différent. Mais moi, je me dis souvent que c'est un proverbe que je raconte souvent, que quand vous cherchez de l'argent, là où il n'y en a pas, vous allez croire que vous êtes maudit. Mais il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas d'argent, donc il n'y en a pas à chercher. On ne peut pas en trouver. Donc c'est trop différent, Et là, on en voit aussi, c'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour les médecins africains, et surtout le médecin guinéen, dans quelles conditions ils travaillent, dans quelles conditions ils essaient de tout faire pour aider la population. Mais reconnaissons que les conditions sont très très difficiles. Les conditions sont tellement difficiles qu'il n'est pas facile d'aider ou bien, disons, d'aller au bout de leurs objectifs. Donc c'est très 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 différent, mon cher ami. Maintenant, dans cette différence dont vous parlez, ici par exemple, comment ça fonctionne le système? Comment nous gagnons? Parce que nous on a des contrats, si vous voulez, avec les assurances. Donc tout le monde est assuré ici. Donc celui qui vient à l'hôpital, l'assurance prend directement sa charge. Le patient n'a pas à s'occuper de ça. Et quant à nous, on n'a pas à nous occuper de ça. On a un système, on a un truc, disons que un concepteur où les gens viennent, ils mettent leur carte de sécurité sociale et puis ça va directement. Et chaque maladie est dotée d'un pourcentage, donc c'est un point. Il y a un code, il y a le code ICD qui dit ce patient, cette maladie est payée à tel prix. Donc ça va, c'est automatique. C'est un concept qui fonctionne depuis. Vous pouvez imaginer, l'assurance maladie a été instaurée en Allemagne depuis 1800 et quelques, depuis 1885. Donc du coup, on ne pouvait pas comparer ce genre de truc, quoi. Je souhaite que chez nous aussi ça commence avec ça, parce que ça soulage ici, franchement, avec ces genres
le travail. Oui, au fait, l'État y travaille, ça fait partie des piliers sociaux. C'est l'assurance maladie d'abord, parce que la santé avant tout, mon cher, parce que telle que soit votre richesse, si vous n'êtes pas en bonne santé, c'est la santé que vous allez chercher. Tel que soit votre degré d'intellectualité, si vous n'êtes pas en bonne santé, c'est la santé que vous allez chercher. Donc, je crois que c'est la première des choses d'abord qu'il faut. Il y a la santé et l'éducation qu'il faut vraiment corriger chez nous. Surtout. Quel héritage aimeriez-vous laisser à la nation guinéenne en particulier, mais à l'humanité entière dans votre domaine? Oh, monsieur, une très bonne question. Au fait, je ne pense pas que je pourrais répondre à cette question. Parce que, la façon dont les gens me jugent, je ne sais pas, franchement. Mais je connais, au fait, je vis ici depuis très longtemps. J'ai vécu en Allemagne, en France, en Suisse et en Angleterre. Et je vis ici depuis très longtemps. Je pense réellement que les gens vont réussir retenir du bien sur moi, parce que là, je ne suis pas trop médian, mais j'assiste à pas mal de choses, surtout dans des organisations sociales des Guinéens de l'Allemagne. Je suis intégré dans la communauté guinéenne. Et je fais ce que je peux, quoi. Donc, et je fais beaucoup de choses dans l'anonymat où il n'y a pas ce bruit là-dessus. Donc, je pense que, on s'est connus, on s'est vu plusieurs fois, et vous savez dans quelles conditions on s'est, dans quel cadre on s'est vu, quoi. Donc, j'évolue dans ces activités plus sociales, quoi. Donc, ce qu'on retient de moi après, j'espère que du bien, quoi. Inch'Allah. Docteur Baldé, notre émission a aussi des rubriques que nous allons essayer de vous suggérer de répondre à ces rubriques. Et la première des rubriques, c'est qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. C'est-à-dire, première partie d'abord, c'est ici en Allemagne. Qu'est-ce que vous voyez, nous les Guinéens résidents ici, que nous faisons, que vous aimeriez qu'on continue sur ce lancer, et qu'est-ce que nous faisons qui n'est pas du tout bon, que vous aimeriez qu'on arrête? 3 choses chaque fois. Ok, wow. Bon, les choses d'abord que je vois ici, les choses qui marchent, c'est la solidarité entre les Guinéens surtout. Entre les Guinéens, parce que là, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Et je participe souvent à des activités sociales. Si quelqu'un meurt ici, un Guinéen, je vois vraiment tout le monde se lever et vraiment aider soit la famille et aller vers la famille, ou bien s'il y a quelque chose qui se passe ici, un Guinéen qui a un problème, on m'appelle souvent, dire que tel a un accident ou bien est couché dans cet hôpital. On m'appelle partout pour dire en fait, la motivation, je vois là, franchement, on est trop social. Et ce que j'admire aussi, ça n'a rien de truc de région où tous les Guinéens se mettent ensemble pour relever le défi s'il y a quelque chose, quoi. Ça c'est ce que j'apprécie beaucoup. La chose que je n'apprécie pas beaucoup, ou bien que j'ai l'impression que ça ne marche pas, parce que malheureusement je suis vraiment dans le milieu social, mais pas dans le milieu guinéen, parce que on me rencontre avec mes compatriotes, que ce soit au téléphone ou bien quand on a des réunions ensemble, quoi. C'est le fait peut-être de changer des objectifs durant leur évolution. Quelqu'un qui vient ici, qui veut faire par exemple de l'informatique, je prends un exemple, qui vient, il trouve ses amis qui sont en train de faire par exemple une autre chose de la menuiserie, qui dit ok, ils ont tous fait ça, donc j'essaie de faire ça. Non, donc changer le truc de terrain. C'est que je n'apprécie pas. Donc si tu as un objectif, fais l'informatique, va. Et puis si tu vois quelqu'un qui dit je veux faire l'informatique, encourage-le, ne le décourage pas. J'entends souvent des jeunes dire mais on m'a dit que ce n'est pas ça. C'est pas ce qu'on t'a dit, c'est que toi tu veux. Il faut faire ce que toi tu veux, ce que tu penses être, parce que il y a souvent qu'est-ce qu'on dit que en fait il y a des chemins qui sont tourmentés, mais il faut toujours essayer d'arriver avec tes deux hanches.
avec tes deux pieds. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, donc, la vie n'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde allait le faire. Bien sûr. Bon, donc, il faut aller vraiment à fond. Pas que la jeunesse, c'est le futur. Donc, si vous venez faire quelque chose, ayez toujours un objectif pour venir en Europe. Parce que chez nous, c'est plus joli qu'ici. Parce que surtout la Guinée particulièrement. La Guinée, c'est l'un des pays les plus beaux que j'ai vus. Et je vous le dis en tant que, par connaissance de cause. J'ai fait plus de 113 pays. Mais ce que j'ai vu en Guinée, la nature, ce n'est pas les grandes routes là ou bien les étages, c'est pas ça. Mais la nature en Guinée, elle est très très jolie. La Guinée est composée de 4 pays. Il y a la basse-côte, il y a le sable, la mer, il y a la moyenne Guinée, il y a les montagnes, il y a la savane et la forêt. Où vous pouvez avoir ça dans un pays. Donc on peut tout faire. Donc si vous venez, ayez un objectif à atteindre. Et n'oubliez pas, surtout la jeunesse actuelle, n'oubliez pas que l'Occident, dans 20 ans, la population est très vieillissante. Actuellement, mes patients, la moyenne, ils ont 60 ans, 65 ans. Dans 15 ans, 20 ans, ils seront comment? Et c'est la jeunesse qui va prendre la relève. Et rentrons en Afrique, en faire quelque chose, faire développer le pays. Donc c'est ce que je conseille. Donc c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, et au niveau de la Guinée, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas? Franchement, si je pense actuellement à la Guinée, je ne veux pas parler trop politique dans le public, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une certaine insécurité. On ne se sent pas en sécurité, on ne se sent pas à l'aise. Si vous voyez la plupart de la population, surtout la jeunesse active, qui n'a pas de travail ou bien qu'il n'y a qu'une minorité qui en profite de la Guinée, l'autre est là. Donc, en fait, ce qui ne va pas, il y a la paix et la sécurité qui manquent. Et là, il faut y travailler. Ils doivent tous travailler. Ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est vous et moi, tout le monde. Chacun doit avoir. C'est pourquoi nous faisons les Guinéens de l'étranger. Ça, c'est notre travail aussi. Donc, oui, c'est ça. Donc, il nous faut une mentalité de paix. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut voir ce qu'on a de commun et travailler sur ce qu'on a. Ce n'est pas nos différences. Je peux vous raconter dans notre concert ici, quand on va pour des discussions très très chaudes, la première des choses qu'on se pose, quel est notre objectif, qu'est-ce que nous voulons. Donc avant de commencer, de toute façon, on est parfois plus de 80, 100 personnes. Mais la première des choses qu'on se dit, qu'est-ce qu'on veut, là où voulons-nous aller. Et chacun de nous travaille dans ça. Chacun, même dans les pensées, quand on discute. En fin de compte, il y a beaucoup de trucs, mais on a un concept qui nous arrange tous. Donc, dans notre pays, dans nos mentalités, c'est dans ce domaine qu'on doit penser. Et qu'est-ce qui va? Bon, qu'est-ce qui va? Actuellement en Guinée, franchement, c'est difficile, parce que dans un pays où on n'a pas de courant, on n'a pas de lumière, où ça pleure partout. Donc là, franchement, c'est difficile. Parce que quand on a faim, on ne peut pas faire de trucs. Des bonnes choses. Nous sommes toujours dans l'émission Les Guinéens de l'étranger et avec toujours Dr Baldé. Dr Baldé, vous allez essayer de nous dire dans notre seconde rubrique, c'est intitulé Aimons-nous vivants, parce qu'on ne peut pas attendre jusqu'à la mort de quelqu'un et qu'on vient de dire qu'on aimait la personne. C'est le bon moment de dire qu'on aime la personne avant que la personne ne décède. Vous allez essayer de nous donner le nom de 3 artistes guinéens que vous aimez de tous les temps. Artistes guinéens? Wow, artiste guinéen, en fait, de tous les temps que j'ai je suis ancien maintenant. Même s'ils sont décédés, il n'y a pas de problème, on vous donne l'opportunité. Il y a Ibro Diabaté que j'admire beaucoup parce que Ibro, c'est quelqu'un qui, au fait, je fais la différence entre chanteur et musicien. Ibro, c'est un musicien. Et puis, il y a un autre aussi, il y a mon ami d'ailleurs, Mo Kouyaté, que j'admire beaucoup parce que Mo, c'est un grand ami à moi que je salue en passant. Au fait, il raconte des histoires dans ses chansons et qui ont des concepts. Et puis, il y a Bambino aussi que j'admire beaucoup, parce qu'il y a ces chansons aussi avec lesquelles moi j'ai grandi personnellement, que j'écoute souvent. Donc, on m'a parlé de 3 artistes. Et 3 journalistes guinéens que vous aimez? Oui, journalistes guinéens. J'aime beaucoup Madame Moussa Roba, que je salue en passant aussi, que je connais très bien. Et
Et l'autre journaliste que j'admire beaucoup, c'est M. Diallo, Amadou Jules Diallo, que j'admire aussi beaucoup, et surtout sa connaissance de l'histoire de la Guinée. Parce que c'est quelqu'un que j'aimerais vraiment un jour, si possible, traverser la Guinée avec lui pour qu'il me raconte, parce que je sais qu'il s'y connaît beaucoup. Troisième journaliste, bon, franchement, c'est... Troisième journaliste que je connais, c'est... Non, je n'ai que 2 à citer actuellement. Et les sportifs? Bon, les sportifs guinéens, bon, c'est vrai que j'aime le Sili National. J'ai un ami qui vient de m'envoyer tout de suite là, qui fait partie du staff de trucs dont je ne vais pas citer le nom de Sili National. Donc, j'aime tous les joueurs guinéens. Seulement, il faut qu'ils se donnent de vraiment être plus patriotes que jusqu'ici, quoi. Et les acteurs politiques guinéens? Bon, les acteurs politiques, bon là, franchement, je ne veux pas répondre à cette question, parce que pour moi, c'est comme je l'ai dit, dans une discussion, il faut pas sortir perdant dans le sens négatif, parce que la politique, pour moi, c'est le sens de faire du bien. Donc, quand on va à des discussions, il faut toujours chercher le comment. Donc, c'est pourquoi je ne veux pas citer, parce que j'ai l'impression que chacun bat de soi et la compréhension, elle est autre, quoi. Donc, c'est pourquoi je ne veux pas aller m'hasarder à donner mon opinion sur ça dans le public. Nous aimerions connaître le top 2 de vos meilleurs présidents guinéens. Top 2. On sait qu'ils ne sont pas beaucoup, hein. Oui, mais donc c'est pourquoi j'ai mis pas assez. Au fait, lorsque nous grandissions, c'était... Au fait, je suis né au moment où Sékou Touré, disons, vers la fin de sa vie. Donc, je ne l'ai pas beaucoup connu. Et après, on a vu qu'on a grandi avec le général Lansana Conté. Donc, ce sont eux seulement que je peux juger. Donc, votre top 2, c'est les 2 que vous prenez? Bon, je ne sais pas si ce sont les... Chacun a son truc, comme on appelle ça. Chacun a son bon côté, son mauvais côté. Mais donc, dire président, les top, en fait, c'est trop dur pour moi de répondre. Ou bien je ne veux pas répondre. C'est mieux. Nous sommes toujours dans cette émission Les Guinéens de l'étranger et nous aimerions savoir à la fin votre Guinéen modèle, parce que l'émission ça s'appelle le Guinéen modèle. On veut savoir qui est votre Guinéen modèle. Oui, mais franchement, moi mon Guinéen modèle c'est en fait c'est Elhadji Sonoko, Salih Sonoko, que je salue en passant, que je connais très bien, parce que c'est quelqu'un qui a commencé du bas. Il a travaillé, vraiment, il est devenu ce qu'il est, mais quelqu'un qui est très très humble, qui est resté par terre, et qui vraiment, en fait, n'est pas orgueilleux. Donc, mais je peux en citer, parce que j'ai des Guinéens aussi modèles, donc je vois Ablaïro Baldé aussi, que je salue en passant, et Biavogi Mohamed, que je salue aussi en passant. Donc, c'est des gens, pour moi, qui ont des visions que je vois comme des modèles. Et bien sûr, mes parents. Pourquoi pas? Bien sûr, sont mes modèles. Je m'attends toujours à la partie quand je demande à quelqu'un ton Guinéen modèle, comme dit mes parents. Parce que ils sont tout pour nous. Oui, mais bien sûr. Et puis, surtout, mes parents sont des modèles pour moi. Mais si on est hors de mes parents, les Guinéens modèles dont je peux dire, je partage leur vision, je partage leur façon de penser, j'ai du respect à ce qu'ils pensent. Ce sont les 3 personnes dont j'ai cité. Monsieur Baldé, nous tendons à la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, c'est que nous, Guinéens, que nous essayons de voir ce qu'il y a de commun entre nous. On a beaucoup de choses communes, commun, et qu'on travaille dans ce sens. Et que tous ceux qui viennent ici, que nous ayons en tête qu'un jour il faut rentrer, il faut vraiment penser à notre pays et aller, même vos enfants qui naissent ici, envoyez-les dans votre pays, parce que c'est ça, c'est là où nous, quelqu'un sans culture, sans savoir d'où il vient, n'est rien dans ce monde. Donc, moi je demande à tous les Guinéens qui sont là, essayer de faire le nécessaire et chercher toujours à rentrer.
Ouais. Surtout de se former. Formez-vous et on va rentrer ensemble, Inch'Allah. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, ainsi prend fin l'émission de ce soir et on se reprend à très bientôt. Pourquoi pas, si vous êtes aussi un de Guinéen modèle, invitez-nous. On est prêt à répondre présent et vous allez essayer de répondre à 2 ou 3 de nos questions. C'était dans votre émission Les Guinéens de l'étranger et à très bientôt. Merci. Ciao.